Bienvenue à vous toutes pour ce J4, le dernier jour du sommet Powerful Mum, un J4 dédié à la nouvelle humanité. Et mon invité de ce matin pour ce premier live, c'est Alexandra Sellereau, que je remercie du fond de mon cœur d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour ta présence aujourd'hui, Alexandra. Merci Laurie, merci pour ton invitation. Avec joie, comme je te disais en off, là vraiment, je suis comme une petite fille, vraiment c'est ma petite fille intérieure qui est vraiment en joie et excitée de parler eh bien, de ce concept d'enfant du nouveau monde. Puisque finalement, donc, ce sommet, je l'ai construit en 4 étapes, en 4 jours. Le J1, c'était la santé mentale et le postpartum, parce que c'est vraiment une des portes par lesquelles on passe toutes quand on devient maman. Alors on le vit plus ou moins bien. Des fois, c'est chaotique, c'est parfois même très douloureux, comme ça a été mon cas. Ensuite, le J2, on est allé ouvrir un peu la conscience en se disant, bon, ben, en fait, on est porteuse de blessures invisibles et que des fois, ben, voilà, ça impacte notre maternité, notre santé mentale, la relation avec notre enfant. Le J3, eh bien, on a parlé de l'enfantement, qui est aussi un vortex et une initiation et un passage très fort, que ce soit dans la joie et dans l'accomplissement de soi, ou alors dans un enfantement chaotique, traumatique. Et là, vraiment, aujourd'hui, ça ouvre en fait sur le cœur du sujet finalement et sur j'ai envie de dire, la raison de tout ce qui peut se produire là dans les 3 premiers jours, c'est l'enfant. C'est l'arrivée de l'enfant dans notre vie de femme et donc de maman. Et en plus, c'est pas des, on va dire, c'est pas n'importe quels enfants, même si chaque enfant, bien évidemment, a tout son potentiel et viennent réveiller plein de choses. Mais là, on parle des enfants du nouveau monde. Et pourquoi je suis si en joie et enthousiasmée et reconnaissante et en gratitude de ta présence, Alexandra, c'est qu'en fait, j'étais découverte sur YouTube parce qu'il faut dire qu'Alexandra a énormément de vidéos sur YouTube et merci vraiment pour tous ces partages parce que tu vois, alors je ne sais plus comment, je pourrais pas t'expliquer comment je suis tombée sur toi, mais il y a vraiment un fil aussi assez logique, mais c'est très subtil. Mais je crois que c'était en 2021. Donc j'étais encore en dépression du postpartum. Moi j'ai vécu un accouchement traumatique, j'ai vécu un syndrome de stress post-traumatique et j'ai vécu une dépression du postpartum pendant 5 ans. Donc c'est important de poser le cadre parce que j'étais vraiment dedans sans savoir que j'étais aussi mal. Aujourd'hui, je parlerai de la nuit noire de l'âme, vraiment, puisque maintenant je vois tous les cadeaux, tout ce que ça m'a demandé d'aller transmuter, transcender. Je suis vraiment dans une version plus, on va dire, connectée, ouverte, apaisée aussi de moi-même. Et je suis tombée sur tes vidéos et ça a confirmé tellement de choses. Et ça m'a, comment dire, ça m'a tiré vers le haut, enfin, clairement, hein. Ça a donné du sens à ce que je pouvais être en train de vivre moi dans ma maternité, que je pensais que ce serait une maternité joyeuse. Moi, j'avais plein d'amour à donner. Je suis vraiment du côté bisounours. Je me dis, accueillir un enfant dans ma vie, eh ben, je vais revivre en fait une enfance. Enfin, tu vois, très, très optimiste. Voilà, pas du tout connecté non plus à mon corps. Voilà, et à tout ce qu'il pouvait porter. Et puis quand je t'ai entendu parler enfant du nouveau monde, waouh, ça a ouvert mais tellement de choses en moi. Et en fait, c'est comme si, tu vois, ça a été vraiment le fil d'Ariane pour me dire, ok, donc en fait, ce que je suis en train de vivre, ça a du sens. Et je peux donner du sens à ça et me relier à mon enfant, à mon garçon, parce que c'est un petit garçon. Et ça m'a vraiment, vraiment porté et soutenu. Donc vraiment, merci beaucoup. Et aujourd'hui, ben voilà, en fait, ta présence, c'est pour pouvoir justement que toi, tu puisses nous partager à nouveau, même si voilà, il y a eu tellement de choses, mais aujourd'hui, eh bien, déjà, bah, qui tu es, pour celles qui ne te connaissent pas, quel est ton parcours? Et ma question première, c'est comment toi, tu les as... euh, comment tu as eu connaissance, en fait, de ces enfants du Nouveau Monde? Comment ça t'est venu, ça, ce concept, tu vois, cette rencontre avec eux? Ok. Déjà, merci. En fait, ça m'est venu simplement en fait par mon propre parcours. Donc, qui je suis, je suis une femme qui chemine comme chacune d'entre nous. Et, euh, et par contre, vraiment, j'accompagne les autres femmes entrepreneurs, multipassionnées, un peu le profil atypique de pionnière aussi, de visionnaire, vraiment à, à être pleinement libre d'exprimer en fait toute sa puissance. Et quand je parle de puissance, c'est vraiment sa puissance singulière, intrinsèque, hein, donc, qui est vraiment là, porteur de sa lumière. Et en fait d'assumer pleinement ce qu'elle est
de pouvoir exprimer et d'être libre d'assumer ce qu'elle est et surtout de pouvoir manifester en fait sa grande vision, ce pourquoi elle est venue. Et pour moi, cela passe vraiment principalement par un ouvrage d'incarnation. Donc, on est vraiment dans le thème. Et en fait, c'est un thème que j'ai beaucoup euh, connu parce que, en fait, je suis arrivée avec cette problématique très imprégnée dans mes cellules qui est en fait vraiment un refus d'incarnation lié vraiment ouais, à ma grande conscience, en fait, tout simplement. Et donc, un sentiment perpétuel de décalage avec le reste du monde, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans l'école dans laquelle j'étais, ou en contact avec les enfants avec qui j'étais en contact. Et puis ça a continué, en fait, d'année en année, mais ça a toujours été là. En fait, ces questions existentielles ont toujours été là et m'ont toujours traversée. Du plus loin que je puisse m'en souvenir, ça a toujours été présent. Et donc, je comprenais pas forcément ce que je faisais ici, je reconnaissais pas les vibrations et je ne me reconnaissais pas dans ce qui était aussi proposé. Et donc j'avais des capacités extrasensorielles très développées et ouvertes qui ne se sont jamais refermées. Et donc j'avais vraiment conscience de ma différence, mais dans le bon sens du terme. Même si au final, quand on est enfant, on le voit pas forcément comme ça. Mais malgré tout, c'était là. C'était très présent en moi que voilà, j'étais singulière et unique comme chacun d'entre nous, mais malgré tout qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres. Quelque chose qui n'était pas comme la norme, ou en tout cas comme la norme aussi qui m'était proposée à l'école. Donc ce concept en fait de nouveaux enfants, il m'a toujours habité. C'était pas quelque chose de nouveau, c'était même pas un concept, en fait, c'était une réalité vibratoire et énergétique que je vivais. Et puis rapidement, j'ai continué en fait tout simplement mon parcours classique comme ça, en m'adaptant comme beaucoup, parce que la nature de l'être humain et de la conscience, c'est aussi de s'adapter, de savoir s'adapter, de savoir se modeler, et pour mieux se trouver d'ailleurs. Mais voilà, il y a eu un parcours en fait d'adaptation, de suradaptation aussi. Donc avec un parcours très très classique, école de commerce, etc. Jusqu'à un premier stage en école de commerce qui s'est bien passé sur certains aspects et moins sur d'autres. Et, euh, et puis suite à ça, avant ça, en fait, à l'âge de 17 ans, j'ai contracté une maladie qui m'a paralysée, une hernie discale en fait, où on m'a dit qu'à l'âge de 16 ans, et j'ai dû attendre plus d'un an et demi, 16 ans et demi, euh, voilà, où j'avais le dos d'une personne de 50 ans. Donc là, il y avait un petit souci. Et, euh, et donc à partir de là, ça a vraiment été une porte, en fait, un portail euh, vers la reconnexion à qui je suis, à ma multidimensionnalité, à mes capacités, à mes dons. euh, et, euh, et vraiment un gros travail là sur moi-même et de cheminement intérieur que j'ai entrepris tout en continuant mon parcours classique. Et donc, tout en continuant mon parcours classique, et comme je le disais, dans ce stage qui s'est pas forcément bien passé, je prenais au fur et à mesure conscience que c'était pas ma voie, en fait, que la voie classique n'était pas ma voie. Donc j'en prenais conscience, mais je n'avais pas encore assez d'assises intérieures pour oser, en fait, me lancer véritablement. Donc j'ai été en entreprise, dans une autre entreprise pendant une année et c'est repassé un peu les mêmes scénarios. Sauf que là, en continuant à travailler sur moi, en cheminant, en fait, vraiment en explorant qui je suis, et puis en renforçant, en fait, mes ressources intérieures, eh bien, j'ai eu la possibilité à un moment donné de partir. Et donc, je suis partie, je me suis vraiment installée rapidement comme thérapeute, en donnant des soins énergétiques. Et rapidement, en fait, en donnant des soins énergétiques, j'ai eu des parents avec des enfants qui étaient comme moi, enfants.
des parents qui étaient démunis et dépassés par rapport à qui étaient leurs enfants, et en même temps des parents qui se reconnaissaient Oui, sans forcément le voir de prime abord, mais qui se reconnaissaient malgré tout en leur enfant, ou leur enfant réveillait des choses que eux avaient enfouies à l'intérieur d'eux en étant eux-mêmes enfants. Et là est vraiment, ça a vraiment pris tout son sens de parler en fait de ces nouveaux enfants qui sont pas vraiment nouveaux, parce qu'il y a toujours eu des vagues ouais, et il y en aura toujours. Mais il y a quand même des choses qui sont quand même très très spécifiques aujourd'hui parce que forcément les âmes qui arrivent aujourd'hui sont pas les mêmes que celles qui pouvaient arriver il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a même 5 ans avant le Covid. Donc il y a vraiment une ouverture de conscience qui s'est opérée, un shift conscientiel qui s'est opéré, qui s'opère encore actuellement puisqu'on est vraiment dans des années de tournant collectif. Et en ça, ça permet à des âmes beaucoup plus avancées, beaucoup plus éveillées, d'arriver en fait sur la Terre. Et donc des âmes qui sont déjà en fait le nouvel humain qu'on pourrait voir apparaître dans les années à venir. En fait, les enfants d'aujourd'hui sont déjà en fait la résultante de ce nouvel humain, de ce nouvel être qu'on ne connaît pas encore. Et de ce nouveau règne, parce qu'en fait, l'évolution, la conscience évolue. Du végétal, on est passé à l'animal, de l'animal, on est passé à l'humain, enfin du minéral au végétal, de végétal à l'animal, de l'animal à l'humain, et de l'humain maintenant au supra-humain. On pourrait appeler le supra-humain. Et en fait, les enfants, pour moi, aujourd'hui, sont vraiment déjà le, euh, la manifestation en fait de ce supra-humain, de la capacité, euh, ouais, de la capacité énergétique et vibratoire de ce nouvel humain. Donc, on voit que ils n'ont pas forcément le même corps. On voit des petits, ils passent pas par le quatre pattes, ils ont tout de suite envie de marcher très vite. Ils ont le langage très vite. Ce sont des enfants qui connectent vraiment très vite, qui ont une ouverture de conscience. Parce qu'en fait, il y a toute la dimension verticale chez l'être humain, mais il y a aussi sa dimension horizontale. Et en fait, c'est comme c'est vraiment des êtres qui, euh, qui peuvent arriver en ayant déjà ces ouvertures sur tous les plans, dans toutes les dimensions et dans toutes les sphères, et ben ça donne une ouverture du cœur qui est bien plus grande que la moyenne, et de ce fait en même temps des corps qui ont une perméabilité bien plus haute que la moyenne. Donc ça ne veut pas dire que on voit que tout le monde ne se fait pas diagnostiquer. Donc tous les enfants ne sont pas forcément diagnostiqués, tous les adultes ne sont pas diagnostiqués. Il y en a qui disent que le pourcentage n'évolue pas, je n'y crois absolument pas. Euh, Donc, en tout cas, c'est pas ce que je vois chaque année dans les gens qui viennent à moi, dans les retraites que j'organise et dans les discussions que je peux avoir et dans ce que je peux percevoir. Mais voilà, ça veut bien dire que effectivement, il y a un changement de conscience et comme il y a un changement de conscience, il y a un changement corporel dans la matière et dans les corps et donc dans les âmes qui s'incarnent. Donc en ça, ce concept pour moi n'est même pas un concept, comme je le disais. C'est pas un concept, c'est une réalité. Euh, et, euh, et je pense que plus on sera ouvert en fait à notre propre cœur, c'est-à-dire en tant que réceptacle de ces enfants-là, parce que là en fait on parle de la mère mais le père est concerné. On n'en parle pas beaucoup, mais le père aussi est en grossesse, au même titre que la mère est en grossesse. Donc il y a trois êtres en fait qui sont en grossesse, hein, mhm, euh, en même temps. Et plus en fait on amènera de la conscience dans ce processus d'incarnation d'une âme, et plus euh, ce sera vraiment porteur pour chacun d'entre nous. Donc aussi bien pour les parents que pour l'enfant. Parce que bien sûr, cette âme qui s'incarne, elle puise à travers de la matière, elle a besoin de matière pour s'incarner. Donc elle s'incarne à travers des lignes, des lignées, des lignes aussi de temps. Et donc,
ici, elle puise de la matière dans ses lignées. Donc aussi bien de la matière avec des choses qui sont déjà potentialisées, mais aussi avec des choses qui sont encore latentes, un potentiel encore latent. Donc ce qu'on pourrait dire des plus, des moins. Euh, et ça, c'est important aussi d'en prendre conscience, c'est-à-dire que bien souvent, en tant que femme et mère, d'un point de vue, là on parle vraiment de l'héritage collectif, de l'inconscient aussi collectif de la nature aussi subconsciente, c'est que on a tendance à croire que tout incombe à la mère, mais c'est faux. Et on a aussi tendance à croire que l'enfant arrive vierge, mais c'est aussi faux. Donc il a aussi sa propre histoire, l'âme a sa propre histoire, les corps qui prend ont leur propre histoire, les corps sont pris sur le plan collectif, donc en fait il y a des mémoires, il y a des assemblages qui se font d'ordre collectif pour créer une individualité de conscience. Donc il y a toujours ce côté l'unique dans l'universel et l'universel dans l'unique. Et c'est toute la subtilité en fait de l'accompagnement aussi de l'enfant. Et toute la subtilité aussi de ce qu'est aujourd'hui faire famille. Et je crois qu'en fait, il n'y a pas du tout de méthode et de bonne méthode à appliquer. Et selon moi, en fait, la méthode, c'est la connaissance de soi, et donc la conscience de soi, soi-même en tant qu'adulte, pour pouvoir, en fait, accompagner son propre enfant, être conscient de lui-même et de qui il est. Voilà. Ouais, bah merci, c'est très riche déjà comme réponse à cette première question. Tu as englobé plein de questions en même temps, donc merci beaucoup. Et il y a plein de choses qui ont popé dans ma tête, mais déjà, merci d'avoir mis l'accent sur le concept, parce que c'est exactement ça. Tu vois, moi, je parlais de concept parce que dans ma réalité, il y a du coup 7 ans, c'était oui, c'était un concept. Et effectivement, aujourd'hui, non, c'est une réalité. Et mon histoire de maman, mon fils, la relation avec mon fils, etc., m'a vraiment amené dans cette réalité. Et c'est une fois de plus un nouveau passage en disant, oh, ok, donc là, je sors vraiment de ma projection, de mes projections, de la manière dont je voyais la maternité, que ça allait se passer, la manière dont le regard que je posais aussi sur moi, sur mon identité. Et là, comme tu dis, effectivement, tout explose parce que, eh bien, eux, ils arrivent et je l'ai senti, hein, même déjà quand il était dans mon ventre, hein, il y a des choses, des ouvertures de conscience, il y a des flashs qui sont revenus, j'avais des sortes d'évidences qui venaient, et tu sens qu'en fait, tu es prise dans un processus énergétique qui te dépasse. Et déjà, il y avait cette sorte de magie, et comme tu dis, et ça qui est chouette aussi, parce que bon, eh ben, il y a les âmes, tout ce qu'elles sont, tout ce le potentiel qu'elles ont, etc. Et on comprend bien que, bah oui, comme elles arrivent dans un corps et donc dans des lignées qu'elles s'incarnent, on... enfin, ça met vraiment, vraiment en évidence l'importance de prendre en charge la santé mentale des mamans, des papas aussi, et donc des familles, des accompagnements spécifiques, parce que, eh bien, il y a plein encore de blessures, des mémoires cellulaires, des traumas, des fidélités, des loyautés, enfin, dont on n'a pas conscience, mais qui viennent entraver ça. Et effectivement, quand on est coincé dedans, comme moi j'ai pu l'être aussi, alors je te dis, grâce à tes vidéos, moi ça, je me suis dit, ok, c'est là que je veux aller. Donc, tu vois, j'avais quand même un fil d'Ariane, ça m'a aidé, mais quand on l'a pas, eh bien, c'est compliqué. Et ces enfants, et du coup, ce sera ma question après, eh ben, quels sont leurs besoins spécifiques, fondamentaux, et comment nous, justement, en tant que parents en évolution, en cheminement, comment on peut leur amener, comment on peut y répondre au mieux à ces besoins-là. Alors, ouais, il y a plein de besoins spécifiques, mais si on n'est pas qui on doit être vraiment, ça va être confrontant avec eux. C'est un petit peu un truc bateau ce que je dis là en fait, mais c'est vraiment pas bateau de manière énergétique et vibratoire. C'est-à-dire que c'est vraiment des radars. Ils sont crystal clear. Eux, ils sont très clairs en fait, de manière cristalline. C'est-à-dire que c'est des radars qui peuvent voir partout, en fait, vraiment partout, dans chacun de nos espaces, dans chacun de nos corps, et qui peuvent vraiment lire à l'intérieur de nous. Même s'ils n'en ont pas conscience et qu'ils ne le savent pas, ça se fait, en fait. Et ça se fait naturellement à travers eux. Donc, forcément, il va y avoir un besoin de clarté, ça va te demander un besoin de clarté, d'être clair dans les demandes, d'être clair dans ce qui est voulu, d'être clair dans ce qui est attendu, d'être clair dans ce que l'on vibre, d'être clair dans ce que l'on incarne. Et ça passe, encore une fois, par le fait d'incarner. Parce que souvent, on a l'impression qu'on est clair, c'est-à-dire que on va dire les choses clairement, sauf qu'on vibre le contraire.
et qu'en fait, on vit dans un univers fréquentiel et vibratoire. Déjà, c'est la première chose à intégrer dans cette nouvelle parentalité, selon moi, c'est vraiment la première chose à intégrer. Si on veut comprendre et amener beaucoup plus de conscience dans nos vies, c'est déjà d'intégrer pleinement que l'univers dans lequel on vit, même si on ne le voit pas, même si on n'y est pas sensible, il est fréquentiel. C'est que de la fréquence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que de la fréquence? Pour donner une image, bah, c'est que du son et donc c'est que des couleurs. Chaque son est égal à une couleur. Une couleur, c'est une vibration précise. Autant que là, tu as choisi de porter aujourd'hui du saumon et que j'ai choisi du blanc, c'est une vibration. Ça émane une vibration. Cette vibration que l'on voit de nos yeux physiques, elle existe dans l'invisible. D'accord? C'est la même qui existe dans l'invisible. Il y a une chose qui est euh, très, très, très orchestrée, c'est que l'univers, comme il est fréquentiel, il est mathématique. Il n'y a rien qui est pas à sa place, en fait. Il n'y a rien qui peut déconner. Tout est en place, tout est orchestré, tout a un sens, tout a une précision. Donc, eux-mêmes, ils vivent dans cette, sont plongés là-dedans, c'est leur réalité. Donc, ils vont demander cette même précision vibratoire avec qui ils sont. Et si cette précision vibratoire, elle va pas être là, ça va être conflictuel. Parce que soit ils vont la chercher, soit ils vont la provoquer. Donc, et pourquoi ça? Parce qu'ils fonctionnent comme ça. Donc, il n'y a pas de question que ce sont des provocateurs ou des manipulateurs ou j'en sais rien. Ça n'existe pas. C'est juste que dans leur réalité, vibratoirement, ils vibrent déjà ça. Donc, c'est naturel pour eux. Et d'ailleurs, comme c'est naturel pour eux, ils l'émanent en fait. Eux-mêmes l'incarnent. Donc, déjà, nous, s'ils ne l'incarnaient pas, déjà ça, ça peut être plus ou moins confrontant. Et ils vont attendre de nous cette même précision. Parce que si cette précision, elle n'est pas là, là, ça va faire monter des angoisses et des insécurités. Pas parce qu'ils sont forcément insécures et que ce sont des enfants angoissés. Non. C'est qu'à un moment donné, le parent qui doit être le cadre et la sécurité et l'ancre n'est pas cette ancre. Et donc, moi, enfant qui arrive avec tout ce que je suis, cette ouverture de conscience-là, le cœur ouvert, euh, Alors, il y a deux types d'enfants après. Il y a ceux qui sont plus ancrés et ceux qui sont vraiment très cosmiques et qui ont vraiment besoin de retravailler l'ancrage. Mais finalement, moi, je vais demander à chaque fois ce sens, ce sens, ce sens et cette clarté dans le sens des choses. Donc, oui, ça peut plus être comme avant, à dire fais ci, fais ça, tatati, tatata, et de chercher à avoir un enfant qui obéit et qui est sage. D'ailleurs, je comprends même pas le but de ça. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Posons-nous la question. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfant sage? Est-ce que réellement on veut avoir un enfant sage? Moi, personnellement, je veux pas d'enfant sage. Ça m'intéresse pas. Euh, ensuite, c'est vraiment prendre conscience de comment je peux donner le plus de sens possible à mon enfant dans ce que je lui demande, dans ce que je lui propose et dans ce que je vis avec lui. Parce qu'en fait, c'est pas juste un petit enfant, c'est un être que j'ai en face de moi, comme le bébé en fait. On voit un bébé, mais c'est pas un bébé, il y a une âme. C'est une âme, c'est un être avec une conscience qui comprend tout, qui capte tout. Et comment en fait je peux, dès l'enfance, dès petit, dès bébé, donner du sens à mon enfant, donner du sens à ce que je vis avec lui. Donc, ça ne veut pas dire que je vais pas donner de limites et de cadres, parce que c'est des enfants qui ont beaucoup besoin d'un cadre et d'une limite, et donc d'un cadre très sécure. Mais ce cadre-là, je vais à chaque fois donner du sens. Pourquoi je le mets? C'est juste ça, en fait, donner du sens aux choses. Et c'est là où c'est intéressant et bien d'avoir cette conscience de soi dans l'action, c'est-à-dire bah, pourquoi je pose ce cadre-là aussi, et c'est pas des pourquoi intellectuels, c'est vraiment, on le sent quoi, c'est le pourquoi, oui, du sens et qui rassure finalement toute personne. Et c'est un gros travail effectivement qui est demandé aux parents, bah oui, de venir se questionner soi-même sur la décision ou sur la proposition qu'on est en train de faire à l'enfant. Et ça vient questionner du coup bah, déjà l'enfant qu'on a été,
ce qu'on nous a demandé, ce à quoi on a répondu, pourquoi on a répondu, de quelle manière on a répondu, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et souvent, il y a la colère qui arrive parce qu'on se rend compte, mais en fait, j'ai été soumis, j'ai été menacée, on m'a fait peur pour que je rentre dans le cadre, pour que je sois sage. Moi, j'étais vraiment la petite fille sage, polie, parfaite. Et ma mère l'avait dit, elle dit, c'est vrai que toi, t'étais le bon petit soldat. Et ça m'a... Quand je suis devenue maman, j'ai compris à quel point, quand j'étais petite, c'était rassurant parce que j'avais ce lien, du coup, j'étais validée et du coup, elle me gardait près d'elle parce que dès que je n'étais plus, bah, elle-même, j'ai compris à quel point elle, ça la déstabilisait, etc. Et c'est là où on guérit aussi beaucoup de choses parce qu'on donne nous-mêmes du sens en, en se donnant du sens quand nos enfants nous questionnent sur ce sens-là. Et c'est vrai que c'est riche, mais ça peut être très, très déstabilisant parce que j'ai l'impression, et tu vas me le confirmer ou pas, hein, mais qu'on ait cette nouvelle génération aussi à oser, comme tu disais, parler des pionnières, visionnaires, etc., à oser remettre clairement en question le cadre, nous, qu'on a reçu, et se déconditionner, se libérer pour être vraiment, revenir à qui on est profondément. Mais ça active beaucoup le système nerveux, je trouve, parce que c'est vrai que quand on revient à ce code source, à qui on est profondément, waouh, il peut y avoir beaucoup d'alertes rouges, danger, 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 parce que attention, tu réponds plus à ce qu'on t'a demandé, tu vas plus être validé, tu vas plus être aimé, tu vas être rejeté, alors que de revenir dans l'identité sociale, factice, un peu, j'ai envie de dire, bon, c'est plus rassurant, mais c'est pas du tout épanouissant. Et nos enfants, c'est vrai, je te rejoins complètement. Enfin, moi, c'est vraiment tout ce que tu as décrit, c'est ce qui s'est passé et qui se passe encore avec Gauvin. Mais que du coup aujourd'hui j'ai capté ça, qu'en fait oui, on est dans un échange fréquentiel, vibratoire, énergétique, c'est très nouveau pour moi, mais j'adore. Et je vois à quel point quand je change ma position, mon émotion, voilà, et ben ça change lui aussi au bout du lien sans que... Waouh, et c'est génial. Et il nous demande ça. Mais il est venu nous le demander très fortement. Gauvin fait partie des hypersensibles. Moi, ça, j'ai détecté avec le design humain, puisque j'accompagne les mamans et les enfants et la relation avec le design humain. Ça a été mon premier grand ancrage en disant waouh, ok, moi qui étais très dans le mental, ça m'a permis de comprendre que, bon, oui, il y a des choses que je vois pas en moi, mais l'énergie circule, ça crée telle chose, et j'ai tel impact sur mon enfant et l'extérieur a tel impact, et que c'est pas, et que je peux m'en extraire aussi. Enfin bon, c'est vraiment magnifique. Et lui, avec tous ses centres blancs, j'ai compris effectivement que, bah, oui, il captait. Et là, et lui-même m'a demandé aussi hein, cette justesse, tu vois, quand tu parlais d'émotion ou de moi, sur les mots, l'intonation, oui, le sens de ce que, pourquoi je lui disais, et il m'a repris tellement de fois, et c'est pas, effectivement, c'est pas je te reprends pour t'embêter, c'était vraiment un besoin, et on le sent, je sentais que c'était un besoin, et ça m'a passionnée, alors ça a été très dur, et ça l'est encore parfois, mais de moins en moins, comme tu dis, plus on se connaît, plus on a conscience, moi, je trouve que c'est de plus en plus joyeux en fait, hein, d'être dans cet effet de cause à effet. Mais au début, ça a été très très dur parce que je me suis dit, ok, moi je veux bien répondre à cette demande-là, à cet appel, je suis motivée, je suis partante, mais comment je fais? Tu vois, parce qu'il y avait ce truc de dire, ben, je me reconnais, en même temps je me reconnais pas, et je sais que tu accompagnes les parents autour de ça aussi, parce que nous sommes finalement des parents, peut-être, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en transition, en évolution intérieure, en cheminement spirituel, je sais pas, tu vois, mais et comment, tu vois, comment on y répond à tout ça? Comment on s'apaise? Comment on va chercher les ressources? Comment toi, tu accompagnes ces familles-là? Ouais. Déjà, merci pour ton partage. J'avais envie de rebondir sur plein de choses. Je vais essayer de rebondir sur le fil et après répondre à ta question. Mais effectivement, en fait, il y a pas de notion de, comme je disais, de provocation ou de chercher quoi que ce soit, puisqu'ils sont ça. Et en fait, c'est même pas pour te comprendre qu'ils cherchent, c'est pour connecter. Parce qu'en fait, ils veulent connecter. Ils veulent connecter à toi. Tu vois, c'est humain, en fait, de connecter. Nous, on a perdu ça parce que l'éducation déconnecte, la société, on le voit aujourd'hui, déconnecte et déconnecte d'ailleurs grandement nos enfants. D'accord? Tout est fait pour déconnecter. Et eux, naturellement, ils cherchent la connexion. Mhm. L'être humain est sociable par nature. Nous cherchons la connexion, que ce soit avec des animaux, que ce soit avec des plantes, est-ce que ce soit avec la nature, que ce soit avec le soleil, que ce soit avec les étoiles, que ce soit avec d'autres êtres humains, nous cherchons la connexion. Nous sommes des êtres de connexion. Et donc, quand forcément un enfant est avec ses parents, bah, il cherche à connecter avec ses parents, connecter avec ceux qu'il aime et entrer dans le cœur de qui ils sont. Parce que la connexion, c'est entrer dans le cœur de qui on est.
Mais si nous, parents, ne savons déjà pas entrer dans notre propre cœur, comment tu veux qu'on connecte à l'enfant? On croit connecter avec lui parce qu'on l'aime, mais c'est pas suffisant. Et souvent, si on n'a pas été habitué à ça, on n'a pas de modèle. Donc, la, la période que l'on vit, elle est charnière parce que, en fait, la vague d'enfants qui est arrivée bien avant, dans les années 80, qu'on appelait les enfants indigos, même si, voilà, on m'en fout un peu de ces concepts-là, mais il y avait une vague qui arrivait de ces nouveaux enfants aussi à l'époque, donc de ces âmes. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu des parents. Des parents qui avaient déjà eux-mêmes cette même sensibilité, qui étaient déjà eux-mêmes dans un sentiment de décalage, dans une recherche, une quête de sens, une quête de vérité. Et en fait, aujourd'hui, ces personnes-là deviennent parents. Donc forcément, il y a quelque chose de charnière qui est en train de se passer au niveau du paradigme de la famille, du paradigme de l'éducation. Et c'est très bien. Et ça n'existait pas avant parce que ça n'était pas possible, ou en tout cas, ça a toujours existé parce que le parent a toujours voulu bien faire, mais c'est comme si énergétiquement, il n'y avait pas encore la possibilité, l'ouverture conscientielle au point de vue de l'humanité pour que cela se fasse réellement. Aujourd'hui, depuis quelques années, c'est clairement possible. On le voit déjà dans les livres, dans les choses apparaître, etc. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent. On en est aux prémices, sincèrement, on en est aux prémices parce que quand on voit qu'aujourd'hui, en fait, il nous faut des livres sur les neurosciences pour croire en fait à des choses qui ont été dites depuis des années, ça pose question, mais c'est déjà bien. Qu'il y a des livres aussi qui apparaissent, mais qu'il y en a encore très peu quand même au niveau de vraiment de cet aspect multidimensionnel de l'être et donc de l'enfant, et de l'accompagnement multidimensionnel du parent aussi, et de la famille. Moi, c'est comme ça que j'œuvre, donc ça c'est pour commencer à répondre à ta question. Et, euh, et en tout cas, on voit bien que ça bouge. Donc, effectivement, ces parents eux-mêmes ont eu un propre cheminement qui a été parfois douloureux, parfois souffrant, parfois maltraitant, qui reste maltraitant. Leur enfant vient réveiller tout ça, parce que de toute façon, l'enfant réveille toujours notre propre enfant intérieur, puisque nous sommes un miroir les uns des autres. Donc, soit nous sommes en paix avec, soit nous ne sommes pas en paix avec, et c'est là que nous voyons que si nous sommes ou pas en paix avec, ou qu'est-ce qui, dans ce qui est en paix, n'est pas encore complètement en paix. Et puis après, dans effectivement le lien à notre histoire, donc le lien à notre mère, le lien à notre père, euh, parce qu'aussi on se projette dans l'enfant. Donc parfois on s'en rend compte, bah, ah, je me projette dans mon fils, je me projette dans ma fille. Euh, qu'est-ce que je demande à mon conjoint qu'en fait la petite fille demande, mais que ma fille ou mon fils ne demande pas en fait à son père, mais moi que j'exige de l'autre parce que je ne l'ai pas eu ou je voudrais que ça se passe comme ça. Donc il y a aussi ça. Donc il y a des effets miroirs de manière triptyque, hein. Et au-delà, si on est, il y a d'autres personnes dans la fratrie. Mais il y a tout ça qui se joue ou qui se rejoue. D'accord? Et donc là, la chose aussi qui est importante, c'est effectivement notre posture. Et ça, en fait, la posture, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et c'est quelque chose, par contre, qui s'apprend. Et le fait, on voit bien, d'aimer notre enfant, comme je disais, ne suffit pas à connecter avec lui. Parce que pour descendre dans notre cœur, déjà, il faut savoir comment descendre dans notre cœur. Et que quand on descend vraiment dans notre cœur, dans cet espace de la présence, nous devons déjà traverser nos propres émotions. Et si nous ne sommes pas en fait au clair avec nos propres émotions, ou comment accompagner déjà nos propres émotions, nous ne pourrons clairement pas accompagner celles de notre enfant, et encore moins descendre dans l'espace de notre cœur et de notre présence. Et parfois même, si nous croyons que nous sommes un être juste mental, alors nous resterons cet être mental et nous connecterons juste mentalement, tout en aimant notre enfant. Mais nous resterons dans la dimension mentale puisque nous croyons être ça. Donc, c'est vraiment un travail et au-delà d'un travail, c'est un ouvrage qui se fait de dépouillement, de déconstruction effectivement de ses croyances, de déconstruction de son histoire, ou en tout cas de réappropriation de son histoire. Un ouvrage aussi d'incarnation, de qui on est et de ce qu'on a vraiment vécu.
et puis un apprentissage de, je dirais, de l'être que nous voulons être, que nous voulons devenir, et de comment nous fonctionnons. Parce que si finalement nous-mêmes nous comprenons comment nous fonctionnons, vibratoirement et donc concrètement, ça nous permet déjà d'avoir de la maîtrise sur nous-mêmes, de savoir bah, où est-ce que nous nous positionnons. Est-ce que là, en fait, j'essaye de trouver une réponse avec ma tête à ce qui se joue chez lui? Est-ce que, en fait, je suis dans mon émotionnel? Est-ce que c'est une blessure qui s'exprime? Est-ce que je peux m'apaiser par rapport à ça? Comment je fais pour m'apaiser par rapport à ça? Et est-ce que je peux justement redescendre dans mon cœur pour réellement connecter avec mon enfant? Donc ça, c'est ma maîtrise, moi, en tant que parent, en tant qu'être humain. Mais plus j'apprends, comme tu le disais si bien, à moi, être dans cette maîtrise par rapport à moi-même et par rapport à mon corps instrument, eh bien, forcément, ça va jouer sur ce qui se joue autour de moi. Parce que mon corps instrument et donc ce qui émane de moi et ce que j'incarne et ce que je vibre va vibrer au-delà de moi. Et donc, ça va venir impacter ceux qui sont autour de moi de manière différente. Et on le voit aussi très bien dans le couple. Enfin, moi, je me suis amusée aussi à observer ça. Je, en changeant un peu ma fréquence, ma conscience, enfin, eh bien, les réactions de mon conjoint n'étaient plus vraiment les mêmes parce que bah, ça ne m'impactait pas, ça ne m'impactait plus de la même façon et que du coup, Gauvin étant entre nous deux aussi, ça n'impactait plus de la même façon. Enfin, waouh! Et il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose qui. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que c'est à la fois, ça, au début, c'était assez. Moi, qui étais beaucoup dans l'anxiété, je me disais, oh mon Dieu, si je vibre pas correctement, tu vois, toujours avec le contrôle et le grand manque d'humilité, voilà, que j'avais, parce que j'étais beaucoup dans le contrôle, dans la peur hein, de mal faire, d'être dans voilà, de la maltraitance que j'ai pu moi recevoir je voulais pas être dans une relation dysfonctionnelle autant que celle que j'ai connue. Donc j'étais beaucoup dans le je ne veux pas ou je veux. Donc bon. Et après, petit à petit, c'est plutôt venu, voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour mon enfant, pour notre couple. Et c'est quand même plus doux. Mais bon, il y a tout ce passage-là à faire. Mais c'est vrai que j'adore, enfin moi je trouve que ça ouvre des portes incroyables et de se dire si aujourd'hui j'ai pas la réponse, je fais confiance parce qu'il y a quelque chose de plus grand, tu vois, qui me porte si je suis vraiment à l'écoute. Et comme tu dis, le cœur. Et justement, j'ai enfin, une question ou quelque chose que je voudrais te partager beaucoup de mamans que j'accompagne, tu vois, et donc qui ont traversé la difficulté maternelle ou même la dépression du postpartum, enfin, qui sont bouleversées par cette rencontre avec leur enfant et par le fait de devenir mère, me disent, mais je l'aime énormément et en même temps, ça me fait peur. En t'écoutant parler, j'ai fait le lien avec le fait, bah oui, parce qu'en fait, pour moi, ça a été ça, ça m'a ouvert le cœur. En fait, c'est comme si cet amour tellement puissant de mon fils pour moi, eh bien, vient éclairer, et puis cette vie si puissante, c'est vrai que ils sont là, et ça, moi, c'est venu éclairer toutes les parties qui étaient un peu mortes ou cristallisées ou qui étaient plus d'actualité. Et beaucoup de mamans, ça les effraie et elles se disent, mais moi, j'arrive pas à les aimer. Enfin, il y a quelque chose qui se ferme. Est-ce que c'est justement parce qu'on vient mettre le focus sur ce cœur et donc sur peut-être cette armure, enfin, toutes ces blessures, qui fait que après, ben, est-ce que c'est aussi pour ça qu'on chute peut-être un peu dans la dépression ou dans cette nuit noire de l'âme? Enfin, quel regard tu as ou tu aurais là-dessus? Enfin, est-ce Alors, que tu fais ouais, des liens, toi? ouais, c'est intéressant. Et en même temps, ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a jamais de réponse généralisée. Oui, bien sûr. Et c'est pas possible en fait. C'est, si on travaille de manière multidimensionnelle, il n'y a rien qui peut être dit de manière générale, Mm. puisqu'on est tous uniques et singuliers, et donc on a tous notre chemin d'âme aussi unique et singulier, avec les mémoires qu'on a héritées, qu'on a puisées, et les ouvrages qu'on est venu réaliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Voilà. Après, il y a effectivement les mémoires collectives et il y a plein de choses aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, collectivement, quand même, la femme qui enfante doit forcément être dans la joie d'enfanter. Ouais, Voilà. Donc déjà, il y a une omerta en fait sur le fait d'avoir de la difficulté, de dire que c'est difficile, de dire que c'est pas facile, d'oser déjà l'exprimer sur l'expression de ça. Déjà, il y a une omerta. Et tout doit être joyeux, tout doit être simple, tout doit être facile. Donc déjà, il y a aussi ce propre dualité en disant, mais moi j'ai toujours entendu que ça se passait bien, on devait être heureux. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui se passe, c'est-à-dire que comme on oublie ces moments difficiles avec le temps,
on en parle de moins en moins et voilà, on parle que du positif, de la grossesse, de l'enfantement, de l'accouchement, etc., du postpartum. Mais on oublie en fait les moments les plus durs. Et de ce fait, ça cristallise ce côté, en fait, mère Marie, quoi, mère divine. Hein. Donc, et c'est ça, en fait, qu'on est en train de déconstruire aussi collectivement. C'est être idéal de la femme, de la mère sacrée et sacrificielle aussi. Et il y a un gros, gros, gros cheminement au point de vue de l'inconscient collectif là-dessus. D'accord? Donc, il y a déjà ça qui se joue de manière collective et plein d'autres choses. Et puis ensuite, il y a ce qui se joue en fait chez la femme. Effectivement, si en fait, j'ai pas d'amour pour moi-même, si j'ai l'impression que je subis ma vie, que je suis pas créatrice de ma vie, que j'ai jamais en fait ressenti vraiment ce que c'était que l'amour. Et d'un coup, je le ressens et que il y a cet amour qui m'habite là et qui est trop en fait pour moi. Il y a un côté où c'est trop pour moi. Je sais même pas ce que c'est en fait. Il y a même une partie de moi qui le refuse parce que qu'il ne croit pas qu'on peut aimer assez et qui ne s'aime pas assez pour se laisser aimer de cette manière et aimer de cette manière. Donc oui, là, il va y avoir un jeu miroir et c'est ça qui va être et qui va décontenancer et presque défragmenter en fait la maman parce qu'il y a une sorte de défragmentation même qui peut se passer et même de dissociation. Donc il y a bien une défragmentation et avec le fait que en fait c'est pas possible en fait je peux pas je suis pas assez je suis pas assez aimable je mérite pas assez euh, je suis pas une bonne personne enfin ça peut aller très très loin en fait dans les histoires qui sont racontées et ça peut être aussi en lien avec des histoires aussi qui sont racontées dans l'ordre de la lignée parce que ça peut être quelque chose qui a été dans la lignée peut-être qu'aussi il y a un enfant qui a déjà été mort-né peut-être qu'il y a eu des fausses couches répétitives qui n'ont pas été dites et donc déjà il y a tout cet héritage aussi qui est là de manière cellulaire. Et donc, à un moment donné, ça dit non, quoi, parce on se sent impur, on se sent sale, on se sent... Enfin, il y a tout ça qui peut remonter, en fait, à la conscience. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fort. Et c'est important ici de déculpabiliser aussi la maman. Hein. Et bon, ça, tu dois très bien le faire, mais voilà, vu que tu accompagnes. Mais il y a vraiment cette notion de faire prendre conscience que ce qui se joue, c'est pas forcément ce qui se joue là à l'instant. En fait, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres lignes de temps, il y a plein d'autres dimensions qui sont amenées ici et qui se jouent et qui peuvent et qui se cristallisent là dans ce moment précis de l'existence et de la vie. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, cette boule d'amour là, qui arrive et on dit bah oui, ok, on aime notre compagnon, oui, mais finalement on sait même pas, on n'a même pas mis le mot sur le fait d'aimer et en fait c'est là qu'on se rend compte que mais c'est ça. Vous voyez, c'est un petit peu comme j'ai remarqué ça beaucoup parce que je voyage beaucoup en Inde depuis des années et en fait je me demandais pourquoi les Indiens étaient autant attachés à leurs enfants en fait. Autant, ils aimaient autant les enfants, mais même les enfants des autres en fait. C'est comme si l'enfant est sacralisé là-bas. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que les enfants étaient sacralisés parce que c'est à ce moment-là précis de leur vie qu'ils reconnectent avec ce qu'est le fait d'aimer et avec l'amour inconditionnel. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui généralement ne sont pas mariées avec quelqu'un qu'ils aimaient. Ce sont des mariages arrangés. Donc, ils n'ont jamais vraiment connu l'amour, à part s'ils ont connu un amour comme ça, mais avec lequel ils ne pouvaient pas se marier, parce ils ont pas le droit de choisir. Donc, ils n'ont pas forcément connu vraiment l'amour. Mais par contre, leur enfant, c'est le moment là où où ils le connaissent pour la première fois. Et bon, voilà, ça les chamboule, mais eux, du coup, ça les chamboule en bien, c'est-à-dire qu'ils donneraient leur vie pour leurs enfants et ils vont tout faire pour leurs enfants jusqu'à le sacraliser. Et bon, voilà, après, on peut parler de plein de choses. Mais je me suis connectée, en fait, à ça et ça m'a fait vraiment prendre conscience de ce que crée finalement l'enfant chez des personnes et chez des familles. Et comment aussi, finalement, a été conçu l'enfant. C'est-à-dire, il y a des enfants qui ont été conçus sans même qu'on sache qu'ils allaient être conçus. Il y a des enfants qui ont été conçus pour réparer quelque chose. Il y a des enfants qui ont été conçus pour se donner une deuxième chance. Il y a des... Ouais, tu vois, donc il y a aussi cette imprégnation-là.
en fait de la conception. Et ça, ce sont des questions vraiment à poser en fait aux parents parce que ça imprègne cellulairement l'âme et l'enfant. Oui, c'est ce qu'on appelle le projet sens. Et c'est vrai que Oui. c'est vraiment clair. Projet sens, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ah bah oui, ça explique beaucoup de choses et ça englobe l'avant, le pendant la grossesse et l'après et tout ce qui peut se passer. Parce que moi, quand on m'a demandé bah, émotionnellement, tu vois, comment tu étais 6 mois avant la conception, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, etc. Je me disais, mais je vois pas le rapport, il n'était pas là, Gauvin, j'étais pas enceinte. Et si, quand j'ai vu que, bah si, si, il y avait des liens, en fait, waouh, j'ai trouvé ça magique et fantastique. Et c'est là, oui, où je me suis rendu compte aussi à quel point, bah oui, c'est vraiment une écologie, une hygiène énergétique fréquentielle, finalement, après à tenir et à avoir conscience, quoi. Ouais, Bah, en fait, ouais, parce que l'âme, elle n'est pas là au moment de la conception, hein. Elle est déjà là des années avant. c'est ça. C'est-à-dire du moment où la femme est traversée par l'idée d'un désir d'enfant, déjà l'âme est déjà en contact en fait. Ça, a pas- c'est quand le désir est là, l'âme est déjà là. Et c'est l'âme qui œuvre déjà pour que la femme et que ses réceptacles et l'homme et son père, c'est-à-dire ses réceptacles, sa terre, se préparent à sa venue. C'est-à-dire qu'il y a un travail préparatoire. L'âme organise et orchestre un travail préparatoire à sa venue. Parce qu'il lui faut les corps et la terre adaptés à sa venue et à sa qualité vibratoire. Parce que c'est pas en fait un choix qui se fait, c'est une orchestration divine, c'est une attraction. C'est même pas choisi. Et oui, mais alors comment... Enfin, alors peut-être que eux perçoivent que tu disais notre potentiel, mais moi, j'ai pas l'impression que... Ou alors j'en avais pas conscience, mais que j'étais à la hauteur de cette fréquence vibratoire qu'incarne mon fils. Enfin, pour moi, il est dans une puissance qu'en tout cas moi j'ignorais. Parce que j'étais pas justement je cultivais pas ma spiritualité, j'étais pas, tu vois, dans cette ouverture d'esprit. Donc comment... Enfin, c'est vrai que la question, je me dis, mais... Et puis même mon conjoint, même si au final, si, après, si on détricote, on se dit, pas bien sûr, même lui, il est réceptif à ça, à ça. Mais c'est vraiment eux, alors c'est l'âme qui nous perçoit dans notre potentiel, enfin, ou est-ce que c'est fait exprès qu'ils nous choisissent en temps en cheminement? Les Enfin, comment âmes ça se qui passe? se perçoivent dans leur potentiel et potentiel, comme je disais, ceux qui sont déjà là et les potentiels latents. C'est, Ouais. c'est vraiment fréquentiel, donc Mm. c'est pas ils te choisissent, c'est pas toi qui les choisissent, ça s'est choisi, ça s'est orchestré. Ouais, c'est magnétique en fait. Voilà, c'est parce que on a Euh, tous un pôle et du coup ça fait qu'on s'attire et oui, Complètement. oui, d'accord. Ah C'est, ouais. vu que c'est fréquentiel et vibratoire, c'est effectivement toujours magnétique ou électrique. Donc soit ça se repousse, soit ça s'attracte. Donc effectivement, s'il y a une attraction, c'est que c'était magnétique. Donc ça repousse certaines données, certaines informations. T'imagines un peu comme on vit dans un univers un peu comme Matrice, ça fait des codes de partout. Et en fonction de ces codes et de ces lignes, et ben soit ça attraque certains codes avec ensemble parce que ça match, ça fait un match énergétique. Soit ça se repousse. C'est la même chose dans la vie, avec, avec les rencontres, avec tout ce qu'on peut vivre. Soit ça fait un match énergétique, mais le match énergétique, il n'est pas forcément oh, on s'aime, trop bien, Oui, t'es c'est mince, ça. etc. Le match énergétique, c'est aussi putain, je peux pas la sentir celle-là. Mais ça fait un match énergétique aussi. Oui, Parce c'est vrai. que on a des choses à comprendre en fait. Et donc ça match énergétiquement sur nos mêmes failles ou nos mêmes incompréhensions. Le match énergétique, il n'est pas forcément que toujours dans le plus en fait. Ah ouais, ouais, non, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce terme-là que j'emploie auprès des mamans que j'accompagne. Je parle de l'alchimie de la relation mère-enfant. Parce que bah, l'alchimie, ça fait pas effectivement ressortir que des jolies choses ou que de la lumière. Il faut quand même bah, aller chercher le plomb, justement, et transformer ça en or. Donc forcément qu'on va chercher et ça va venir aspirer des choses dans nos ombres, dans nos parties inconscientes. Et en mettant la lumière dessus, ça va nous permettre d'évoluer et d'être quand même plus épanoui et plus consciente de qui on est. La conversation arrive à la fin, je vois l'heure défiler, mais du coup, j'ai encore peut-être deux questions, mais déjà une, tu sais, quand tu dis, il n'y a pas forcément de diagnostic, etc., est-ce que pour toi, donc tous ces enfants, et ben mes adultes, mais les TDAH, HP, HPI, enfin toutes ces étiquettes, est-ce que c'est eux des enfants du Nouveau Monde ou pas forcément, en fait, où chaque enfant est un enfant du Nouveau Monde, puisque bah, s'il est là, c'est que, pareil, si j'ai bien compris, c'est par fréquence, c'est par match vibratoire. Enfin, comment. Ouais, tu vois, ces trucs d'étiquette, voilà, je voudrais qu'on en discute un peu parce que pour pas que non plus dire, ah bah c'est là, oui, ouais, là, il y a du potentiel. Lui, il est pas diagnostiqué ou alors on l'a diagnostiqué, il a rien. Bon, il n'y a pas de potentiel, tu vois, pour.
voilà, mettre de la valeur sur chaque personne, Ouais. chaque être Euh, humain aussi. Déjà, en fait, le propre des diagnostics, c'est propre à chacun. C'est-à-dire, soit effectivement, le parent a envie de diagnostiquer son enfant parce qu'il a envie de mettre des mots et de mieux comprendre, soit pas. Donc c'est... Mais en tout cas, la chose que je dis souvent, c'est que l'enfant, il en a rien à faire hein, d'être diagnostiqué. Ça va pas lui changer sa réalité, ça va pas lui changer sa vie. Par contre, si effectivement le parent a besoin de ça pour se rassurer, ça peut lui changer sa vie ici parce que le parent met des mots et comprend enfin. Parce que peut-être que, il n'a pas cette info-là, peut-être qu'il est fermé, qu'il n'est pas du tout ouvert et qu'il y a besoin de passer par ça pour que l'enfant puisse, le parent puisse s'ouvrir à son enfant et dire, ah ok, c'est pour ça qu'il fonctionne comme ça. Ah ok, il va falloir mettre en place telle et telle chose. Et donc, être vraiment en accompagnement et adapter cet accompagnement à l'enfant. Donc parfois, c'est important de les faire diagnostiquer si en fait on se sent vraiment démuni et qu'on en a besoin, nous parents. Et ce que je dis souvent, c'est que l'étiquette, l'avantage, c'est on peut la coller, mais on peut la décoller aussi. Le tout, c'est de bien intégrer que en fait ce diagnostic, même s'il nous permet de peut-être mieux comprendre notre enfant, euh, notre enfant n'est pas un problème et n'a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Je sais que c'est difficile parce que le système éducatif actuel nous fait croire le contraire, mais réellement, c'est une réalité. Il est juste différent, mais c'est pas, il y a pas de problème. Donc déjà ça. Euh, Ensuite, dans tous les enfants qui arrivent, en fait, ne sont pas forcément des enfants, des supra-humains. Parce que, en fait, il y a ce qui est possible de manière planétaire et collective, c'est-à-dire, euh, si on prend en fait l'humanité comme une âme groupe, ça veut dire que cette âme, elle évolue. Et donc, en évoluant, sa vibration monte. Et donc, comme sa vibration monte, la vibration de la Terre aussi, elle monte, qui finalement accompagne les êtres qui vivent sur elle et en elle à grandir et à également monter en vibration. Mais tout le monde ne monte pas au même rythme. Tout le monde n'en est pas au même endroit. Il y a toujours, comme dans une cordée, un qui est devant et des autres qui sont derrière. Mais on est tous liés les uns aux autres. Mais Oui. on n'a pas tous le même niveau de conscience ou la même ouverture de conscience. Il en est de même pour ces âmes qui arrivent. Il y en a qui vont venir et beaucoup arrivent avec cette ouverture de conscience ou des corps, des possibilités de corps différents. Et puis d'autres, en fonction de leur cheminement, de qui elles sont, elles vont attracter des personnes et un réceptacle qui est un peu plus dense, un peu plus lourd, un peu moins malléable, parce que c'est comme ça. Donc, euh, tous les nouveaux enfants ne sont pas forcément les enfants diagnostiqués, mais en tout cas, c'en est. Et il y en a qui ne sont pas diagnostiqués, et c'en est aussi. Et d'autres, pour l'instant, c'est pas le cas. Puis finalement, peu importe, vraiment, peut-être aussi ce qui compte, oui, c'est nous en tant que parents, comment on ressent, ce qu'on ressent, ce dont on a besoin d'apprendre, de savoir, d'avoir conscience. Et du coup, c'est vrai que c'est très chouette de voir ça aussi comme ça, le diagnostic, pas pour enfermer, mais pour justement se dire, OK, là au moins, il y a des mots et je vais pouvoir être accompagnée aussi de manière peut-être plus spécifique grâce à cette étiquette-là. Mais en tout cas, c'est une guidance, quoi, le recevoir comme une guidance. Tout à fait. C'est, Il y a ouais, beaucoup d'aide aussi aujourd'hui. oui, Ça peut aider, soulager des parents, et je pense aussi aux parents solo, donc maman ou papa solo, qui peuvent être démunis. Et certaines personnes vraiment ne connaissent absolument pas les spécificités de ces enfants-là. Donc ça permet de commencer à lire des livres, de commencer à comprendre comment ils fonctionnent, son grand besoin de sécurité, son grand besoin effectivement d'être nourri. Peut-être son hypersensibilité au son, au bruit, donc de réorganiser des choses dans la maison, de prêter attention à des choses différentes, d'acheter des casques, d'acheter des couvertures lestées, enfin voilà, de mettre en place en fait plein de petites choses qui vont en fait faciliter le quotidien de son enfant, pas de nous, hein, de son enfant, et donc forcément de nous, mais à la base de son enfant, de l'accompagner en fait tout simplement au mieux. On parle ici de l'accompagnement d'ailleurs euh, de manière concrète et tangible, mais il faut savoir que ces enfants ont une grande ouverture spirituelle et ont un grand besoin d'être nourris aussi spirituellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas et peu, mais qui leur fait aussi le plus grand bien
d'être vraiment nourri. Et donc le sens, quand même, on en a parlé tout à l'heure, on fait partie parce que donner du sens, c'est déjà nourrir en fait l'aspect sensoriel et sensitif et spirituel de l'existence. Mais aussi, ils ont vraiment ce besoin d'être nourris en fait au niveau de leur âme, de leur cœur. Donc il y a ça. Et, euh, et effectivement, enfin, nouveaux enfants ou pas nouveaux enfants, je dirais qu'on n'en a rien à faire. Le principal, c'est vraiment euh, de, de vouloir, en tout cas si c'est notre désir, euh, d'amener de la confiance dans l'accompagnement de nos enfants. Qu'on soit parent ou pas, accompagnement avec un grand A. On peut être papy-mamie, on peut être oncle et tante, euh, justement les futurs parents, les personnes qui œuvrent auprès des enfants, donc professeurs, maîtres, maîtresses, éducateurs, éducatrices, animateurs, animatrices, enfin voilà. Et je pense qu'on est aussi aux prémices de ça, je pense que ce sont des métiers d'avenir, clairement. Et, euh, et que les enfants en ont grandement besoin et ce qu'ils vraiment nous demandent. Et on n'a pas encore été trop sur le comment, même si on a parlé de la posture. Mais oui, ça passe forcément par un ouvrage de déconstruction, de connaissance de soi. Et dans la connaissance de soi, il y a aussi des choses très concrètes, c'est-à-dire vraiment la connaissance, comme on l'a dit, de son histoire, la connaissance de comment on fonctionne, comment je fonctionne mentalement, comment mon monde mental fonctionne, comment je fonctionne émotionnellement, comment fonctionne ma sensibilité. Est-ce que moi-même, tu parlais du système nerveux, mais en fait le système nerveux, bien sûr qu'il est remis en cause, parce que déjà, moi-même, est-ce que je sais me réguler ou pas? Et puis, euh, quelle est la portée en fait de ce qui me dérégule et comment aussi, sans faire exprès, euh, les choses que je vis dans mon quotidien me dérégulent. Tu vois, il y a des personnes qui sont très sensibles au son et au bruit. Et finalement, bah, les pleurs de leurs enfants vont dire, mais je supporte pas les pleurs. Mais en fait, derrière ça, c'est pas les pleurs. Il y a pas, il y a peut-être des pleurs de leur enfant intérieur, des pleurs qui n'ont pas été entendus, écoutés. Mais il y a aussi peut-être sincèrement cette sensibilité au son et au bruit qui fait que ça les active tout de suite. Parce que en fait, cette hypersensibilité n'a peut-être pas été détectée, n'est peut-être pas connue. Et ils méconnaissent ça. Donc voilà, il y a vraiment ouais, je dirais cet accompagnement précis de qui est en fait le parent pour qu'il puisse se connecter à son enfant, parce qu'en fait le parent c'est celui qui va mieux savoir qui est son enfant. Et plus le parent va être dans l'incarnation de qui il est profondément, mieux ça se passera avec son enfant, parce que moins il projetera, plus il pourra exprimer lui ce qu'il est, sa vérité, et plus il laissera à son enfant, l'espace d'exprimer qui il est et sa vérité. Et d'offrir l'espace pour ça, et le cadre et la sécurité pour ça. Et puis ce sera vraiment une pleine co-création dans le vivant, dans l'instant, avec tout ce que ça comporte Tout à fait. et la beauté finalement du vivant et de ce qui est en train de se co-créer, quoi. Et on ne sait pas à l'avance, mais on a confiance et on sait que de toute façon, cette rencontre-là, comme on l'a vu, elle est magnétique, donc elle est juste et elle est parfaite telle qu'elle est, même si nous, des fois, avec notre mental, eh bien, c'est là où on vient contrecarrer ça. Mais j'aurais une Ouais. dernière question, Alexandra, avant peut-être de laisser peut-être la parole pour une ou deux questions. Aux participantes qui sont là, mais bah, avec toi, justement, toute cette conscience, cette faculté, tes capacités extrasensorielles, ton hypersensibilité, etc., et ben, qu'est-ce que ta maternité, parce que tu es maman d'une petite fille, est-ce que ta maternité t'apporte encore, je veux dire, des réponses, ou est-ce qu'il y a des choses à laquelle ça vient répondre, ou tout est finalement plus simple, plus fluide Hmm. pour toi et ta Bonne, puce? bonne question. Je vais juste revenir sur deux trucs avant. Oui, bien sûr. Ce qu'on disait sur la conscience, je voulais le dire parce que ça revient et c'est vraiment important. Mhm. C'est pas du tout un ouvrage de perfection. On Ouais. cherche pas à être quelqu'un d'autre et on cherche pas à être parfaite et on cherche pas à être dans une perfection spirituelle de quoi que ce soit. C'est être profondément qui on est. Donc c'est redevenir à quelque chose de très simple, en fait, de très naturel, de très vivant. Euh, et ça, je voudrais le dire. Et comme ce que tu avais ajouté la phrase d'avant, c'est qu'on dit souvent le maître et l'enfant. Oui, mais le parent peut être aussi le maître de l'enfant. Et comme tu le disais, c'est vraiment un travail de collaboration.
et de co-création et de communion. Donc, on n'est plus du tout dans un process aujourd'hui qui vient nous amener à nourrir la verticalité ou à nous mettre dans un positionnement vertical, mais plutôt dans une horizontalité. C'est-à-dire, je te reconnais en fait, je suis un être, tu es un être, tu es mon égal, je suis ton égal. Comment on peut vivre ensemble depuis l'espace de notre cœur, toi dans ta justesse, moi dans ma justesse, et créer en fait cet espace en fait d'harmonie et d'amour entre nous-mêmes et dans notre famille et dans notre quotidien. Ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter. Concernant ta question, euh, écoute, je pense que euh, ce qui se joue, moi, à titre personnel avec ma fille, c'est bien plus fluide que beaucoup de familles, en tout cas dans ce que j'entends. Ça, c'est certain, clairement. Ça n'a pas toujours été fluide. Il y a des moments qui ont été plus difficiles. Moi, j'ai pas dormi pendant 2 ans, par exemple. Je dormais à peu près 2-3 heures par nuit. Donc voilà, ça m'a amené très loin ici, là-dedans, dans plein de choses que j'ai découvert de moi, avec aussi un idéal à déconstruire. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y a cette croyance, t'es aligné, tout va bien se passer. Ben oui, mais non. C'est pas forcément suffisant. Qu'est-ce qu'on veut dire aussi par être aligné? Donc ça remet en question ça. Et puis l'idéal de la maternité et puis surtout le fait qu'il y avait des choses qui se jouaient au-delà de moi, en fait, entre mon conjoint, ma fille, moi, mon conjoint. Donc, euh, donc voilà, ça a réveillé beaucoup de choses, sachant que mon conjoint, il a une histoire qui est particulière. Donc ça a vraiment, vraiment fait un effet boomerang sur lui et dans notre relation, dans leur relation à deux, et donc forcément dans notre relation à tous les trois. Euh, et voilà, mais c'est vrai que vraiment, je dois le dire, c'est quand même assez fluide, assez simple, même s'il y a des moments de friction. Mais même avec toutes les capacités que j'ai, euh, je ne veux pas jouer à la thérapeute avec ma fille. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'émotion, c'est-à-dire qu'une émotion, normalement, ça dure 60 secondes pour un enfant, après c'est parti. Si je vois que c'est un comportement récurrent, bah, c'est plus une émotion. C'est autre chose qui s'exprime en fait à travers elle. Donc une blessure émotionnelle, un petit saboteur ou protecteur. Dans ces cas-là, il y a des choses que je sais que je peux aider, puis il y a d'autres choses où je vais l'accompagner pour la faire aider. Donc voilà, il y a cette conscience-là. Et puis, euh, et puis après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans les questions que tu me demandais? Il y a des choses, oui, que je continue d'apprendre, bien sûr, avec elle, euh, dans, dans des choses très très simples en fait et très très subtiles en même temps, qui me nourrissent d'ailleurs dans les choses que je peux dire, dans les choses que je peux renforcer aussi dans ma posture. Parce que aussi ma fille est atypique, donc voilà, il y a plein de choses qui se jouent chez ces enfants-là et ça me permet d'être encore plus à l'écoute, euh, de me positionner peut-être encore plus différemment et de l'accompagner au mieux, elle, là-dedans, sachant aussi que j'avais une vision très idéaliste, c'est-à-dire, ouais, ma fille, pas possible qu'elle aille à l'école. Et puis aujourd'hui, elle est quand même à l'école, donc après, c'est une école de village, donc voilà. Mais c'est de faire aussi avec qui elle est. C'est-à-dire que tout a été fait et orchestré pour qu'elle aille à l'école et j'ai tout fait pour qu'elle n'y aille pas. Et tout m'a amené au fait qu'elle y aille. Et tout en plus a amené au fait qu'elle aille dans cette école alors que j'ai tout fait pour qu'elle n'aille absolument pas dans cette école, par exemple. Donc, tu vois, donc j'apprends tous les jours et je fais avec ce qu'elle est et avec vraiment le chemin de son âme qui est de, ok, bah, aller dans cette école, en fait, je crois que c'est important pour elle, et dans son apprentissage et dans ce qu'elle doit comprendre, intégrer de ce qu'est l'école aujourd'hui, parce que peut-être son chemin, c'est de travailler avec les enfants dans les écoles et peut-être de reprendre la suite de ce que je fais, j'en sais rien, ou de ce qu'elle a envie, mais en tout cas, cette expérience-là, et ben là, elle est nourrissante pour elle. Elle lui donne de la matière et je peux pas lui enlever ça. Donc voilà, c'est toujours ce jeu subtil entre ce que je sens, à quoi je me connecte intuitivement, ce que je sais profondément, et elle, qui elle est, ce qu'elle me dit, comment elle me répond.
et son propre cheminement. Donc Oui, on ou est son, toujours son besoin d'incarnation aussi, comme tu exactement, disais, et c'est vrai que c'est ça qui est tout à beau, fait. quoi, se laisser la Donc place. c'est quelque chose que vraiment, je prête vraiment attention à ça entre moi, mes interrogations, mes croyances, mes peurs, etc. Mais ce qui remonte, ce qui peut remonter, et elle, en fait, ce qui est demandé pour elle, ce qui est voulu pour elle. Et donc, comme tu le disais, et comme on disait avant, c'est vraiment un travail de co-création et de collaboration, quoi. Entre Oui, nous c'est... et avec plus grand. Bah, c'est ça. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure, finalement, ça devient de plus en plus joyeux d'être curieux et de se dire, ah, qu'est-ce qui nous attend? Et de plus être dans la fuite non plus. Moi, j'étais beaucoup dans la fuite. Et là, moi, ça me fait penser à notre fils qui, on a hésité aussi. Est-ce qu'on le garde à la maison pour l'école? Est-ce qu'on le met à l'école de par cette hypersensibilité? Et puis finalement, bon, bah, en s'écoutant, nous, moi aussi, j'ai dit non, je peux pas, ce serait trop là pour moi. J'étais pas en capacité de. Donc, on l'a mis à l'école. Et oui, il y a eu des grosses difficultés, effectivement. Mais c'était dans notre discours et on l'a accompagné. Mais le discours, c'était bon, bah, au moins, enfin, c'est l'aider aussi à trouver ses propres ressources sur le terrain. Voilà, et ne pas fuir. Et être là. Et aujourd'hui, c'est un petit garçon qui, ben, quand il change d'environnement, c'est compliqué pour lui. Mais il me dit voilà, je ressens ça dans mon corps. Là, j'ai mal au ventre. Ma tête, elle sait que tout va bien se passer. Mais maman, j'ai quand même mal au ventre. Et c'est génial d'être dans cette écoute. Je dis ben voilà, écoute ton corps, traverse, rassure-le. Et en même temps, voilà, bah, t'es là, hein, on peut pas faire autrement non plus, et pour ne plus ne pas être dans la fuite. Et c'est vrai que tout ça, on le voit que c'est nourrissant pour lui, c'est pas forcément confortable pour nous parce qu'on dit oh, j'espère que, bah voilà, il y a un peu l'anxiété, l'angoisse, des choses qui se connectent aussi sur notre propre enfance. Et en fait, c'est ça qui est génial parce que ça lui donne de la force, ça me donne de la force. Voilà, et il se nourrit, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à ouais, voilà, à le couver peut-être un peu trop et puis se dire bah non, qu'est-ce qui est juste pour lui, pour moi et bon, on revient à ça quand on s'écoute. Je dis, je peux pas te garder dans une bulle avec moi toute ta vie, c'est pas nourrissant. Là, tu es en âge 2, je sais que c'est pas évident, voilà, c'est une étape, mais tu vas y arriver, tu as déjà fait ça, ça, ça. Et puis de revenir sur des petits exemples, et c'est waouh. Et c'est vrai que franchement, en tant que maman aussi, ben, c'est gratifiant finalement, parce qu'on se rend compte que ça n'a pas été facile, mais là, les clés qu'on lui apporte aujourd'hui, c'est de par justement nos blessures, tout ce qu'on a traversé, nos peurs et cette co-création, quoi. Et puis après, ben, on est contents tous les deux, voilà, parce que lui, il a réussi, donc il est content, et moi, je suis contente pour lui, et on avance, quoi. Donc merci beaucoup, Alexandra, pour ce dernier partage aussi, tout en vulnérabilité ou authenticité, et on voit bien le pont entre terre et ciel, quoi. Vraiment ce truc de dire, bah, toi aussi, t'as pas dormi et dans ton corps d'être humain, c'est dur, quoi. Enfin, même si, ouais, il y a toute cette connaissance, cette connectivité, et c'est ça qui est beau. Donc, merci parce que ça permet de voir à quel point. Et moi, j'adore ça, faire l'ascenseur, en fait. Entre, ben oui, il y a le corps qui est quand même là et on travers des choses. Et puis, hop, il y a cette capacité aussi d'être un peu plus en hauteur. Donc, merci beaucoup. Est-ce que, Samia ou Caroline, vous avez une question avant de terminer? Euh, Oui, je veux bien. oui. Je voulais vous demander, est-ce que vous ne trouvez pas que on met justement de plus en plus ces étiquettes-là sur les enfants et souvent de manière abusive aussi. Enfin, j'ai vu le témoignage d'une maman sur un groupe de mamans qui disait que elle a visité l'école de son enfant et pendant qu'elle parlait à la maîtresse, bah, son enfant courait s'amuser avec les autres et la maîtresse lui a dit, ouh là là, il est un peu trop agité. Bon, on va dire qu'il est autiste et TDAH, hein. Voilà. Voilà. Donc, je trouve que de nos jours, de plus en plus, il faut mettre des catégories sur les enfants. Lui, il est là, lui, il est là, et puis comme ça, tout le monde est un peu rassuré, quoi. Bah oui, oui, c'est juste, on est des, comme on le disait, on est des êtres mentaux encore, hein. Donc il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui ne voient pas autre chose d'eux-mêmes. Donc pour ça, se rassurer mentalement, c'est catégoriser les gens, hein. C'est mettre les choses dans des cases. C'est le mental qui met les choses dans les cases. C'est pas le cœur, hein. C'est pas l'émotionnel, c'est le mental. Donc, il y a des adultes qui en sont là encore, malheureusement. Des adultes qui accompagnent et œuvrent auprès des enfants, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais oui, bien sûr, il y a ce trop-plein d'étiquettes qui n'est bon pour personne. Parce que, en fait, la maîtresse ou le professeur lui-même a ses propres étiquettes sur les enfants. Et il va dire, bon, bah, celui-là, il est déjà comme ça, il va falloir le driver comme ça, celui-là, il est comme ci. Enfin,
Voilà, ça se fait continuellement, continuellement. Et nous, c'est aussi important de regarder en tant que parents si nous le faisons pas aussi vis-à-vis de nos enfants, si nous en avons plusieurs ou si nous en avons un, en disant bah voilà, il est comme ça, il est comme ça, il réagit. Donc quelles étiquettes aussi nous mettons. Si nous en mettons, bah peut-être acceptons qu'on en ait mis. Et puis acceptons aussi de parler à nos enfants des étiquettes qu'on leur met en disant bah voilà, je t'ai mis cette étiquette-là. Bon bah voilà, ça a évolué, t'as changé, ça veut pas dire que c'est forcément toi, ça veut dire que c'est ton comportement, ça n'a rien à voir avec qui tu es. Mhm. Il y a des fois des mots que j'emploie pour en fait désigner ton comportement. Et il y a toi qui tu es dans ton cœur et ton comportement. Il y a moi qui suis et mon comportement. Toi aussi, tu peux me dire que des fois je suis comme et ça, comme ça, comme ça. C'est mon comportement. D'accord. Et en parler en fait aussi avec l'enfant. De pouvoir vraiment expliquer même des choses en fait qui sont vraies pour nous. Parfois en tant que parent qu'on se dit bah, je vais garder pour moi et en fait qui est intéressant de partager avec l'enfant. Peut-être même d'offrir des espaces en fait de partage, de discussion, des espaces même philosophiques pour parler de ça et le faire grandir en conscience, se questionner en fait, avoir du discernement, un esprit critique. Et ça, trouve que c'est des espaces qui sont très intéressants et qu'on devrait un peu plus proposer ça et oser ça avec nos enfants. Et c'est vrai que Mhm. l'enfant a tendance à poser des questions aux parents et attendre que le parent lui réponde, mais on peut nous aussi poser des questions à nos enfants sans forcément lui dire qu'il doit attendre notre réponse, mais qu'on est prêt aussi à écouter sa propre réponse et son propre avis. Oui. Et j'ai une dernière question après, j'arrête. Euh, Quand on sent, parce que mon bébé, moi, il parle pas encore, mais je sens qu'il a un peu les mêmes sensibilités que moi. Donc, est-ce que je suis censée juste dire, bah ok, bah ça va être comme moi, bah oui, il va falloir surmonter ça, ou est-ce que faut vraiment que je l'accompagne pour mieux le vivre au quotidien, en fait? Bah, là, c'est intéressant parce que avec les mots que tu emploies, surmonter, tu vois, Mm, on voit déjà que ta sensibilité, pour toi, c'est quelque chose que tu dois surmonter. mm, Même si tu as envie d'accompagner ton enfant au fait que ce soit facile, eh ben, n'empêche que toi, tu le vis dans le fait que tu dois surmonter ça. Donc, mm. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ce que tu vas dire et ce que tu vas incarner et vibrer. Donc là, si tu emploies ces mots-là, ça veut dire que toi, tu vis d'une manière où tu subis en fait ta sensibilité. Donc, il va y avoir peut-être que ton enfant va justement, ton petit bébé, il va venir amener ça pour que tu puisses transformer ça, de passer à je la subis à je l'aime et je vis avec. Et donc tu ne la subiras plus. Et tu permettras à ton enfant de transmettre, d'incarner en transmettant, et du coup de transmettre en incarnant le fait que ce n'est pas quelque chose à subir. Oui, c'est Mais vrai. C'est d'abord, juste que dans certaines situations du quotidien, enfin moi je voyais dans le monde du travail, c'était compliqué en fait. Et du coup, je sais pas comment l'accompagner peut-être pour l'école ou autre, ou même quand il sera gardé. Enfin voilà. Je me pose ces questions-là. ouais, c'est intéressant que tu te les poses. Et en tout cas, tu vois, c'est toujours intéressant de se poser des questions. Et puis après, c'est la réalité qui répond. Parce que souvent, en fait, on se pose des questions et on se fait mal au crâne. Oui, Parce qu'on se pose plein de questions et en fait, on active en fait le mental et le mental, il se raconte plein d'histoires par rapport à nos propres blessures et par rapport à nos propres peurs, par rapport à notre propre réalité, nos propres croyances et ce qu'on a vécu. Donc en fait, c'est comme si on se faisait du mal au crâne avec des trucs qui sont passés, qu'on est en train de projeter pour le futur et en plus on les projette pour notre enfant. Donc c'est même pas pour nous qu'on est en train de les projeter. Donc on est en train de se faire des nœuds, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est ça. reviens en fait au corps, à la réalité, à là avec ton bébé. Pour l'instant, tout va bien. Et Mm, pour l'instant, tu peux voir qu'il est sensible parce mm, qu'il est comme ça, mais tout va bien. Et mm, peut-être que du coup, bah, la réalité va te montrer que en fait, tout va bien. Et que mm. toi, en t'écoutant, en écoutant ton intuition parentale et qui tu es, qui t'est ton enfant, avec ton enfant, et comment ton enfant est, il va te tenir plein de trucs, et qu'en fait, bah, ça va glisser dans la réalité. Mais si tu commences à te casser la tête et te faire des nœuds, forcément, ça va te faire des nœuds dans ta réalité aussi. Ouais, je sais bien. Mais merci en tout cas. Je t'en prie. Merci à toi, Samia. Est-ce que Caroline, tu souhaites poser une question ou c'est bon pour toi? Je vais mettre dans le chat la réponse.
En tout cas, merci infiniment, Alexandra. Je jette un œil sur le chat en attendant, mais merci, c'était très riche. On pourra en parler pendant des heures. Il y a tellement d'ouverture et on voit à quel point, effectivement, on comprend mieux. Enfin, j'espère en tout cas, pour vous qui nous regarderez aussi en replay, que ça a pu vous permettre de se rendre compte à quel point aussi, pourquoi peut-être on se prend une porte, on a l'impression de se prendre une porte quand on entre dans la maternité, parce qu'en fait, on entre vraiment avec le mental, avec un projet, avec les bouquins qu'on a lus. Et qu'on se dit, OK, c'est comme ça, c'est dans cette voie-là. Et que finalement, pouf, bah, il y a tellement de choses qui se jouent en nous, à l'extérieur de nous, chez notre enfant, à l'extérieur de l'enfant, entre nos âmes. Et merci infiniment pour ce regard holistique, si je peux dire ça comme ça aussi, un global holistique. Et merci pour ton partage. Et comme je dis, vraiment encore merci infiniment pour toutes ces vidéos que tu proposes, cet accès gratuit, parce qu'il faut le dire, elles sont gratuites et que du coup, ben, ça nous a permis, en tout cas à mon fils et à moi, et même à mon chéri, d'évoluer. C'était vraiment, j'étais en joie, tu vois, à chaque vidéo que je regardais de toi, ça me nourrissait profondément, tu vois, et je me disais, ah, merci, trop bien. Et puis de sortir de cette réalité dans laquelle j'étais, et comme je dis, c'est vraiment, et aujourd'hui, c'est ça que je souhaite aussi proposer aux femmes et que je propose aux mamans, c'est cette porte de sortie, tu vois, oui, aujourd'hui c'est comme ça, donc oui, c'est dur, mais voilà, là il y a ce moteur qui est mon enfant, notre relation, et on peut aller vers quelque chose finalement qu'on a peut-être toujours su, qui est en nous, mais ça fait du bien de l'entendre, et comme tu dis, la littérature, bah, tu as écrit des livres, mais c'est vrai ils restent encore peu nombreux, mais ça va venir de plus en plus, et c'est vraiment des pépites. Merci infiniment, Alexandra. Merci Laurie, merci à toutes. Je vous souhaite une belle Merci journée. beaucoup, c'était très intéressant. Ah. Je Merci. vous souhaite une belle journée, une belle continuation à toi aussi, Alexandra. Encore mille merci. Je remettrai le replay dans la journée et je partagerai les liens. Et voilà. Et si vous avez des questions, je mettrai aussi les réseaux d'Alexandra. Vous pourrez aussi aller voir de plus près ce qu'elle fait, écouter toutes ces belles vidéos et lui poser aussi des questions si vous en avez. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, merci, ciao. Au revoir à vous.